Bienvenue, bonjour. Vous êtes sur le plateau de la French Care BPI France et nous réfléchissons à la transformation du système de santé en France. Et transformer la santé, eh bien, c'est notamment s'inspirer de ce qui marche, s'inspirer des réussites d'accès au marché, puisque c'est un enjeu dans l'innovation en santé. Elle se développe, vous le savez, à un rythme soutenu et il faut réussir à pousser, à diffuser ces innovations et accéder efficacement au marché. Cela reste un défi majeur pour les startups, pour les porteurs d'innovation du secteur de la santé. Et il faut quelque part aller chercher des sujets comme la réglementation, aller trouver un modèle économique, aller convaincre les professionnels de la santé. Ce sont des obstacles, ce sont aussi des opportunités. Et c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités, comment ils ont concrètement fait pour lever tous ces obstacles et en faire des opportunités. Boris Lévesque, bonjour. Bonjour Edwige. Vous êtes le directeur général d'Axomove. Vous nous direz ce que c'est dans un instant. Et Pierre Morisseau-Beauchamp, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour Boris. Vous êtes, vous, de VP Oncologie Résilience. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot de vos deux structures et la mission principale de votre entreprise ? Très bien. Écoutez, donc moi c'est Boris Lévesque, je suis directeur général et cofondateur d'Axomove. Axomove, c'est une start-up de numérique en santé. On est basé à Lille, dans le Nord. On compte 25 collaborateurs. Et on adresse une problématique bien particulière qui est l'accès aux soins de rééducation. Et donc tout l'enjeu grâce au numérique, c'est de rendre accessible l'accès aux soins de rééducation et à l'activité physique adaptée. Très bien, merci beaucoup. Et alors du côté de VP Oncologie et de Résilience ? Donc, je m'appelle Pierre Morisseau-Beauchamp et je gère la branche Oncologie de Résilience en effet. Résilience, c'est une société créée en 2021 qui avait pour but de révolutionner le domaine de l'oncologie au départ et qui s'est rapidement orientée vers la télésurveillance. Et on va voir en particulier pourquoi, grâce à la voie d'accès au marché qui était en train de s'ouvrir et qui très récemment s'est ouvert sur deux nouvelles pathologies, la gastro-entérologie et la psychiatrie, sur le même modèle de la télésurveillance. Vous avez élargi votre spectre en fait. Exactement. Ok, très bien. Quand vous avez démarré et commencé cette recherche d'accès au marché, quelle a été votre stratégie initiale? Quelle a été finalement votre première cible, Boris Lévesque? C'est la première chose dont on a parlé avec Pierre. Oui, parce que vous avez commencé la table ronde avant que j'arrive en fait. Exactement. Et on a une démarche assez différente. Du coup, la démarche au départ, donc la société existe depuis 2017 juridiquement. On est arrivé sur le marché en 2020. Si vous vous souvenez, début 2020, c'était juste avant le Covid. Pas la meilleure période. C'était pas la meilleure période globalement, mais pour nous, on va le voir peut-être plus tard, ça a été un vrai catalyseur des usages. On a gagné beaucoup de temps dans le management du changement tout le secteur de la santé et de la vision par rapport au numérique. Donc nous, notre vision au départ, elle n'était pas du tout centrée sur le remboursement, elle était plutôt sur développer un produit rapidement et aller vite sur le marché et générer du chiffre d'affaires. D'abord avec les centres de rééducation et les cabinets de kiné. On est dans la rééducation, donc c'était notre cible principale. On a également apporté à notre portefeuille d'offres de services une offre à destination des employeurs et des assureurs sur un secteur plus amont qui est la prévention, santé au travail avec la prévention des TMS. Donc voilà, trouble musculo-squelettique. Tout le musculo-squelettique, c'est ça. Et donc au départ, c'était une approche très pragmatique, très business finalement, pour générer vite du chiffre d'affaires et aussi très vite des usages. Et on peut dire merci au Covid. Parce qu'effectivement, il y a eu toutes ces propositions à distance qui ont fait sens. Exactement. Quelle a été, vous, alors, cette stratégie différente chez Résilience ? Et en effet, on l'évoquait avec Boris tout à l'heure, la stratégie était très différente. Donc Résilience a été créée en 2021 et à la fin de l'année, s'est rapproché d'une société qui s'appelle Betterize. Et donc Résilience a racheté Betterize qui avait un logiciel certifié classe 2A en télésurveillance en oncologie. Et le fondateur de Betterize à l'époque avait senti l'arrivée de l'accès marché, notamment des pathologies du programme ETAP, et potentiellement de l'oncologie. Et donc la stratégie de Résilience a été tout de suite d'investir dans l'accès marché, dans l'ouverture de cette voie, notamment avec un engagement très fort auprès des acteurs type le SNITEM, France Digital, pour engager des discussions avec le gouvernement, jusqu'à l'obtention du remboursement en novembre 2023 pour Résilience en nom de marque sur la solution en oncologie, qui a été l'accélérateur absolument fascinant du déploiement de la télésurveillance en France.
Alors, donc, effectivement, 2 stratégies. Est-ce qu'une fois que vous avez eu, vous, une approche, donc vous le disiez, très business au départ, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une démarche d'aller chercher également ce remboursement ou vous avez décidé de rester sur la première stratégie? Non, c'est la première option. Donc on a aujourd'hui notre business de base avec les centres de rééducation, les hôpitaux et avec les entreprises et les assureurs. Et quelque part, on a exploité l'arrivée de la télésurveillance. Il y a eu le programme étape, la généralisation du programme étape où toutes les solutions sont passées dans le droit commun. Et il y a eu en même temps la généralisation de la télésurveillance à toutes les pathologies. Et donc nous, travaillant dans la rééducation, on a créé quelque part une nouvelle indication, comme Pierre avec la gastro et la psy. Donc nous, c'est la rééducation et on a obtenu le remboursement depuis le tout début d'année de cette année pour la rééducation de la lombalgie. Donc voilà, c'est une première indication de remboursement. On est très content de ce premier remboursement en pécan. Donc ça veut dire un remboursement anticipé. Et donc là, on est en train de préparer le dossier de droit commun avec des résultats qui viennent de tomber de notre étude clinique qui sont très positifs et qui nous permettent d'aborder sereinement le dossier qui sera déposé à la HAS en septembre prochain. Donc voilà, c'est une troisième quelque part génération de business pour nous qui démarre tout juste. Et nous, notre stratégie, c'est dans la rééducation. La rééducation elle est un peu particulière puisqu'on n'est pas dans une spécialité de médecine. On adresse potentiellement plein de spécialités, que ce soit dans le musculo-squelettique, en neurologie, en cardiovasculaire, pour les amputés, en oncologie aussi. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir une stratégie d'extension d'indication pour aller chercher, dans le cadre de la rééducation, un maximum de remboursement. Je comprends pourquoi on parle de réussite d'accès au marché, parce que vos parcours respectifs doivent faire envie à de nombreux porteurs d'innovation en santé. On a l'impression que tout s'est passé un peu comme sur des roulettes. Est-ce que vous avez quand même, je mets le quand même entre parenthèses, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des obstacles à ces accès au marché et au remboursement pour vos 2 structures? Complètement. Et je pense qu'on peut commencer par le tout début de l'ouverture du droit commun sur la télésurveillance. Il y a eu de nombreuses discussions avec les autorités, que ce soit la DGOS, la DSS, jusqu'à finalement l'inscription dans la loi du remboursement. Et toute cette phase de préparation était une phase d'incertitude qui était absolument énorme pour nous et pour tous les acteurs avec qui on discutait. Et finalement, la présentation et préparation des premiers dossiers était un début pour tous. Et donc, on ne savait pas exactement ce qui était attendu. Finalement, on a réussi à déposer un dossier qui était assez conséquent. Pour l'anecdote, je crois qu'il faisait plus de 500 pages, le dossier déposé. Et obtenu ce premier remboursement en nom de marque. Nom de marque qui n'était pas la voie la plus facile à choisir. Et ça avait été un choix cornélien. Est-ce qu'on part en prise en charge anticipée en espérant avoir un accès plus facile, un remboursement plus rapide, ou un nom de marque qui nécessite d'avoir des preuves cliniques supérieures déjà démontrées, qui est finalement le choix qu'on a fait et qui a été gagnant, et qui nécessite malgré tout encore de fournir des preuves. La suite de remboursement pour résilience, c'est de fournir une étude post-inscription. C'est ce qui est demandé à la totalité des acteurs qui sont remboursés en télésurveillance. Et ce qu'on est en train de préparer pour l'année prochaine. Donc on va arriver aux autorités avec différentes études, qu'elles soient rétrospectives ou qu'elles soient prospectives randomisées. Vous parlez de ce dossier de 500 pages et des choix que vous avez dû faire, des choix stratégiques, on l'entend. Vous avez été accompagné dans ces moments-là et avant aussi dans cette phase d'incertitude. Sur quel levier vous avez pu vous reposer? On a eu des conseils extrêmement précieux de sociétés qui avaient travaillé pour le programme étape, en particulier en diabétologie, et qui avaient monté leur dossier et qui nous ont accompagnés étroitement sur la constitution du dossier en onco et de cabinets, en l'occurrence le DMH de l'Hôtel-Dieu qui nous a beaucoup aidés. Merci. Je me retourne vers vous, Boris, pour AxoMove. Est-ce que vous avez, vous aussi, été confronté à des freins, à des blocages, à des difficultés? Et puis, comment vous les avez surmontés? J'allais rebondir parce qu'on a le DMH en cabinet de conseil en commun. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, au contraire, puisque quand on a déposé le premier dossier auprès de l'HS pour un remboursement en pécan, l'HS a refusé notre dossier, donc on a eu un refus. Sur des motifs Sur des motifs de protocole d'études.
D'accord, donc c'était très pointilleux, c'était le test statistique dans le protocole d'étude qui était utilisé, qui faisait défaut. Donc on a corrigé ça, on a pu faire une version 2 du dossier qu'on a resoumis à l'HAS 5 mois plus tard pour finalement avoir un oui, un grand oui, pour obtenir ce remboursement qui date du 31 décembre de l'année dernière. Et donc après il y a eu d'autres étapes, d'autres problématiques, ce que disait Pierre, beaucoup d'essuyage de plâtre sur différentes choses, la convention, la déclaration ARS, le lien avec les organismes complémentaires, l'obtention du numéro auprès de la CNAM, bref, pas mal de nouveautés. Et comme on est les premiers dans notre champ d'application, on essuie tous les plâtres et ça prend forcément beaucoup plus de temps. Donc on travaille pour nous, mais on travaille aussi un petit peu pour les autres. Vous déblayez le terrain, c'est ça? C'est ça. Et donc je souhaitais aussi souligner l'accompagnement de différents acteurs, notamment le cabinet de Market Access Digital Medical Hub de l'Hôtel-Dieu, que je conseille vraiment parce l'ensemble, j'ai l'impression, des acteurs qui les accompagnent, c'est plutôt un accompagnement de qualité, c'est ce que j'entends de la part d'autres acteurs, donc c'est un cabinet vraiment que je recommande, parce que c'est clé en fait. Travailler le market access au départ, c'est clé, parce qu'une fois qu'on a mis toutes les actions en place, une fois qu'on est sur les rails, c'est très difficile de retourner en arrière. C'est-à-dire que le choix au départ, il est hyper important. On était un peu à cheval entre DTX ou télésurveillance. On a choisi la voie de la télésurveillance. Derrière, il y a l'étude clinique qui en découle. Une fois que l'étude clinique elle est lancée. Et derrière, il y a le dossier de la HAS. Donc si le choix n'est pas bien fait au départ, derrière, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps perdu. Et de temps perdu, d'autant que déjà c'est extrêmement long, les délais. Vous parliez de 5 mois entre les deux, la V1 et la V2 du dossier que vous avez déposé à la HAS. Donc il y a quand même une notion de coût et de chiffre d'affaires perdu pendant ces mois-là d'attente et de délai. Exactement. Donc là, ce qui est bien avec la Pécan, c'est qu'avant d'avoir le remboursement de droit commun, on a quand même 1 an de remboursement transitoire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, il y a challenger le temps. Est-ce qu'un an, c'est suffisant au vu de tous ces délais? Et après, si on compare entre le choix de lancer une étude clinique, donc on a fait le choix de la voie d'accès, hein, la rédaction du protocole d'étude et l'obtention du remboursement en droit commun, il se passe en réalité 3 ans. Est-ce que parmi si vous aviez une action de lobbying à faire ici aujourd'hui, est-ce que la réduction des délais, ce serait quelque chose que vous souhaiteriez, ou alors est-ce que vous pensez que ça fait aussi partie d'un cadre réglementaire qui permet d'être efficient sur la sécurité et l'efficacité de ce qui est porté et remboursé? Je veux bien commencer à répondre à la question. La réduction des délais, oui. Après, il y a quand même, mener une étude clinique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a un peu des délais incompressibles. Si je devais faire un peu de lobbying, peut-être que pour les futures boîtes qui veulent accéder au marché dans le DM numérique, c'est peut-être rallonger cette durée de remboursement transitoire. La Pécan aujourd'hui, c'est 1 an. En réalité, c'est 9 mois parce qu'ils demandent de déposer le dossier de remboursement de droit commun 3 mois avant, donc ça laisse que 9 mois. Peut-être étendre cette période pour laisser plus de temps aux startups, aux entreprises de travailler leur dossier de droit commun. Complètement. Et pour les entreprises qui sont entrées dans le droit commun et qui vont devoir faire des études post-inscription, ce qui est votre cas donc. Ce qui est notre cas, de plus en plus la HAS souhaite des études randomisées prospectives contrôlées. Et je discutais encore hier avec d'autres acteurs de la télésurveillance qui expliquaient que le délai associé à faire une étude de ce type-là, entre les temps d'inclusion, temps de suivi et la production des résultats, sont parfois plus longs que le temps disponible donné par la HAS avant la resoumission du dossier. Et donc ça, c'est plus un délai qu'on souhaiterait allonger, que la HAS accorde, des remboursements pour 5 ans avant de redéposer l'étude post-inscription. Aujourd'hui, typiquement, la HAS propose 3 ans à tous les acteurs avant de redéposer l'étude post-inscription. Oui. On est sur le centre de la BPI, de la French Care. Dans les acteurs clés, on a parlé de DMH, le Market Access. Il y a aussi le financement. Et pour le coup, la BPI a quand même mis en place plusieurs appels à projets, dont un qui s'appelle DMIA, pour justement aller nous aider, nous, entreprises, à financer des études qui nous permettent d'aller chercher le remboursement. Donc nous, on a bénéficié de cet accompagnement-là. On a bénéficié de 50% de prise en charge par la BPI de nos coûts de notre première RCT. Donc voilà un
un petit merci quelque part à la BPI qui continue de soutenir les startups du numérique en santé. Oui. Je crois que tu fais vraiment bien de le souligner parce que côté résilience, on a choisi exactement le même chemin pour financer l'étude post-inscription, du moins une partie des études qui vont fournir des résultats pour résilience. La BPI nous accompagne avec un financement notable et notamment une partie en subvention qui permet de faire ces études d'ampleur. En l'occurrence, on est encore en train d'ouvrir un nouveau site. Là, ce matin, les équipes me disaient qu'ils étaient en train d'inclure deux nouveaux sites dans l'étude. Donc, c'est vraiment une actualité chaude pour nous et la BPI nous a grandement aidés. Alors, on a vu effectivement comment vous aviez surmonté certains blocages administratifs notamment et en termes de délai. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué? C'est les soutiens au niveau des professionnels de santé. Finalement, comment est-ce que vos solutions ont été au départ accueillies? Et puis, est-ce que les professionnels de santé ont joué un rôle dans, je sais pas, dans la diffusion de l'innovation? Est-ce que ça a été valable et pertinent dans vos expériences? En fait, les professionnels de santé, ils sont clés, puisque la solution, elle n'est pas délivrée directement aux patients. Elle passe d'abord par les professionnels de santé. Pour la rééducation, ça passe par les médecins MPR, médecine physique et de réadaptation. Elle passe par les rééducateurs. Je pense notamment aux kinés, aux enseignants en activité physique adaptée, aux ergothérapeutes, qui se saisissent de la solution et qui utilisent ensuite la solution AxoMove dans les parcours de soins qui sont nouveaux pour justement mieux autonomiser le patient, mieux l'accompagner au domicile et faire en sorte qu'il continue sa rééducation, même en dehors des murs du cabinet de kiné ou du centre de rééducation. Voilà. Et donc après, il y a quand même beaucoup de freins aussi, il faut en parler, auprès des professionnels de santé, puisqu'on vient bouleverser leur pratique, l'organisation des soins. Utiliser AxoMove ou pas utiliser AxoMove, il y a quand même de gros changements dans le fait de soigner les patients. Et il y a aussi, on se heurte au métier directement, je pense au kiné notamment. Le kiné est masseur kinésithérapeute en France. Il a l'habitude de toucher son patient, l'habitude de l'avoir dans les mains, de pratiquer de la thérapie manuelle. Là, ce qu'il va faire avec AxoMove, c'est plutôt l'autonomiser, lui prescrire des programmes d'exercice pour que le patient, quelque part, s'auto-soigne. Avec certes un monitoring, c'est l'enjeu de la télésurveillance, qui soit quand même suivi et monitoré. Mais finalement, on donne beaucoup les clés au patient qui devient actif et plus passif. Et donc finalement, on entend que ça fait partie de la stratégie. Vous disiez il faut penser l'accès au marché dès le début et ça fait partie de la stratégie. D'inclure et de prendre en compte le retour des soignants fait aussi partie de la stratégie de mise sur le marché. Complètement. Et moi, je distinguerais plusieurs populations de soignants avec qui on a travaillé. Il y a vraiment des adopteurs de la première heure. Je pense en particulier, on a le centre hospitalier de Valenciennes, centre hospitalier de la Côte Basque, qui depuis les débuts, avant même le remboursement, utilisait la solution, avait compris l'intérêt, avait mis en place les parcours. Et ça nous a permis de faire évoluer la solution de manière fascinante et d'avoir un appui médical. Et après, en effet, une fois qu'on a obtenu le remboursement, là, on a fait face à des centres qui étaient très intéressés, mais qui n'avaient pas encore l'organisation en place, et où du coup, on a une mise en place opérationnelle qui est beaucoup plus complexe, mais qui est tout l'enjeu de la conduite du changement qu'on doit faire dans les établissements. Et je pense que c'est ça l'enjeu principal de toute solution de télésurveillance pour un déploiement massif, c'est la conduite du changement dans les établissements. Et ça, oui, allez-y. Pardon, Edwige, j'allais rajouter la conduite du changement avec les soignants. Et après, il y a la face aussi immergée de l'iceberg, c'est toute la partie direction, DSI, DPO, qui est aussi quelque part à prendre en compte dans le temps de mise en place de la solution. Il y a encore beaucoup de méfiance parfois, donc il faut beaucoup rassurer sur comment on gère nos données, quels sont nos certificats d'interopérabilité, de sécurité, est-ce qu'on est bien RGPD, est-ce qu'on est bien dispositif médical. Donc il y a beaucoup de preuves à apporter aussi auprès de ces gens-là pour finalement ancrer la solution dans les usages. On comprend toutes les ressources que cela demande d'aller implanter comme ça une solution innovante en santé, parce que finalement, vous nous avez décrit des compétences à la fois administratives, techniques, humaines, enfin, ça demande énormément de casquettes. Comment est-ce qu'on gère tout ça? On l'internalise? C'est une équipe? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Pour Résilience, c'est une équipe qui a grandi très vite. On était une trentaine en 2022. Là, on est quasiment 160 collaborateurs. Et concrètement, c'est beaucoup d'équipes sur le terrain qui vont dans les établissements comprendre les parcours de soins, comprendre comment fonctionne le circuit entre les infirmiers de coordination, les cadres de santé, les oncologues, et introduire la solution numérique dans l'usage
du centre et pas imposer un fonctionnement. Bien sûr. Et je pense que, en tout cas, nous, on a l'impression que c'est la clé de l'utilisation de l'outil dans tous les centres avec qui on a discuté. Un dernier mot très rapide tous les deux pour conclure, parce qu'il nous reste que quelques secondes. Si vous deviez avoir une priorité selon vous pour améliorer l'accès au marché des innovations en santé en France, ce serait quoi? Boris? Je répondrais peut-être par deux mots-clés. Ténacité d'abord, parce que c'est un travail au long cours. Ça demande, on a eu nous un refus, puis une acceptation, donc voilà, faut pas lâcher. Et il y a aussi ce travail amont de bien travailler la stratégie, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on est sur les rails, le travail il est fait en réalité, et il faut dérouler, donc bien travailler l'amont avec les bons partenaires. Merci. Et vous, Pierre? Complètement d'accord avec Boris. Moi, j'ajouterais la rigueur scientifique, et je pense que ça correspond à ce que tu décris, rigueur scientifique dans l'évaluation clinique des dispositifs médicaux, qui me semble absolument clé et pour laquelle la HS est intransigeante, et heureusement. Et peut-être un tout dernier mot sur l'accès marché. On a une chance qui est inouïe en France d'avoir cette voie qui a été ouverte et qui est unique au monde. On est en discussion en Allemagne, en Belgique, et dans d'autres pays européens, et on voit que ces voies d'accès marché mettent plus de temps à se mettre en place. Et je pense qu'il faut qu'on réalise aussi la chance qu'on a en France. Il faut qu'on pérennise cette voie et qu'on arrive à l'étendre aussi, à essaimer en Europe et peut-être outre-Atlantique. Merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation, et bravo Merci pour beaucoup. ces deux retours d'expérience. Merci.